Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société. Très heureux d'être au microphone encore une fois et merci d'être nombreux à l'écoute. Alors à l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, Nicolas Vidal nous parle en direct de Paris de la situation française politique bien sûr, mais notamment concernant la COVID. Là-bas, on ne sait plus si on est confiné, déconfiné, reconfiné, confiné dehors, libre en dedans. Bref, c'est compliqué, c'est complexe avec des autorisations à circuler à moins de 30 km, à plus de 30 km. Avec ou sans une attestation de test et ainsi de suite. Les Français sont un peu mélangés et il y avait tout récemment à Marseille une manifestation entourant un match de foot avec plus de 6500 personnes en liberté totale et complète à l'extérieur. Ça a fait beaucoup jaser également. Nous allons aussi revenir avec Mathieu Bock-Côté sur le cas tout à fait particulier du professeur Attaran de l'Université d'Ottawa, cet homme qui tient des propos incendiaires, bien sûr, sur le cas des Québécois et du Québec, et aussi en lien avec cette affaire-là, mais aussi de façon plus large, puisque c'était récemment le 15e anniversaire de Twitter. Nous allons parler faire une espèce d'état des lieux avec Mathieu Bock-Côté, ou enfin une réflexion, un début de réflexion sur, bien sûr, la violence, la meute lyncheuse sur les réseaux sociaux, mais aussi la censure qu'on semble commencer à appliquer de plus en plus chez notamment Facebook et Twitter. Et nous allons en parler aussi, ainsi que de l'actualité politique, avec nos deux collaborateurs habituels, Frédéric Bérard, chroniqueur chez Métro, avocat, auteur. Bonjour Frédéric Bérard. Salut. Et Frédéric Lapointe, puisque j'y vais en ordre alphabétique, ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'action civique, président d'un paquet d'affaires. Bonjour Frédéric Lapointe. Oui, bonjour. Alors, ce matin, le premier ministre Legault faisait une sortie sur sa page Facebook dans laquelle il expliquait que, je paraphrase, il disait quel beau samedi matin. Je peux pas dire que c'est un très beau samedi matin, mais ça a dû être écrit un autre jour. Il disait quel beau samedi matin paisible. C'était comme ça avant sur ma page Facebook, mais depuis quelque temps, je reçois des avalanches d'insultes, de propos disgracieux, de menaces et le reste. Et par conséquent, je pense que nous devons réfléchir collectivement là-dessus et je commence par faire le ménage de ma page. Désormais, dit-il, nous allons essayer d'effacer, de supprimer au fur et à mesure tous les propos injurieux, violents, déplacés et il prend la peine d'ajouter non pas les critiques de mon action, puisque je fais de la politique et il est normal qu'on me critique. Si je veux pas être critiqué, j'irai faire autre chose. Mais il parle bien des propos injurieux, violents, déplacés. Il dit aussi que je m'en souviens plus. C'est pas grave, je vais lire. Puis pendant ce temps-là, je vais demander l'avis de Frédéric Bérard. Est-ce que vous pensez qu'on est rendu là? Monsieur Legault faisait suite à ce reportage récent sur les élus là, qui quittent la politique parce qu'ils n'en peuvent plus de l'intimidation et des menaces sur les réseaux sociaux. Ça me revient ce que je voulais dire. Monsieur Legault dit, je vais aussi supprimer, et là je mets entre guillemets, c'est son mot, les menteries, dont par exemple les théories du complot. Alors Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est quand même pas nouveau, là, tout ça. Là. Je sais pas s'il y en a qui ont eu l'épiphanie cette nuit, là, mais il me semble que ça fait au moins, en tout cas, en ce qui me concerne, facilement 3, 4, 5 ans que je vois cette haine-là qui a peut-être été un peu galvanisée avec la pandémie, là. Mais autrement, je veux dire, quand t'es dans l'espace public, ça joue dur. Là. Je me rappelle au journal Métro, justement, il y avait mon ami Judith Lucier qui avait quitté pendant un bout de temps parce qu'elle était victime d'attaques quotidiennes. Plusieurs autres chroniqueurs et chroniqueurs qui en avaient, là, mais franchement, là, plein la gueule en plus. Je veux dire, moi, comme gars, je suis victime d'attaques très, très fréquentes et très violentes, mais pour les filles, c'est la même chose, mais souvent en pire, parce qu'en plus, il y a une connotation sexuelle. Ça n'a pas la même teneur, hein, c'est ça. Exact. Oui. Exact. Et c'est d'une violence inouïe. Et j'étais même intervenu auprès de la rédactrice en chef de l'époque en disant faut empêcher, faut filtrer, là, ça a juste plus de bon sens. C'est des attaques, c'est des menaces de voies de fait, j'ai eu des menaces de mort. Et là on disait ouais, mais là la censure, ça, mais j'en ai rien à foutre de la censure là.
arrive un moment donné où la liberté d'expression a aussi ses limites. C'est pas vrai qu'il y a des menaces puis un harcèlement, mais quotidien, auprès d'une personne, en plus, en rapport à son physique, souvent. Tu peux pas tolérer ça. C'est plus l'exercice de la liberté d'expression. On n'est même plus dans le commentaire loyal. On n'est même pas dans la critique agressive. On est complètement dans l'attaque frontale. Donc, on avait eu gain de cause en quelque sorte. La rédaction nous avait suivi un petit peu ce qu'on avait demandé, ce que j'avais demandé en fait. Et il s'était mis à bloquer des gens tout simplement qui, un peu comme sur la page de Legault, sont complètement fêlés, passent leur vie, nuit comprise, à insulter de manière absolument injurieuse. Et puis voilà, puis ça fait du bien, en fait, tout simplement. Parce que rendu là, on n'est même plus dans le cadre d'un discours, on n'est même plus dans le cadre d'un dialogue, d'un échange. On est dans le cadre tout simplement ça frôle le code criminel, puis à tout le moins les dommages en matière civile. Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard touche à peu près et soulève à peu près toutes les questions qui sont inhérentes à ce problème-là, si tant est qu'on considère que c'est un problème. Il y a la censure dont on va parler dans un instant. Doit-on et qui devrait le faire? C'est une question importante, ça aussi. Et comment? Est-ce qu'il faut que ce soit un algorithme qui va un peu à l'aveugle? Et on a vu parfois des erreurs, même fréquemment, dans ce domaine-là, de censure. Quelqu'un qui fait du deuxième degré, par exemple, et on pense qu'il est au premier degré, et la machine de Facebook le bloque. C'est arrivé à Mathieu Bock-Côté récemment. On va lui en parler. Alors, comment et est-ce qu'on doit censurer? Et par ailleurs, il y a la question du seuil de tolérance. Frédéric Bérard parlait de certains chroniqueurs et chroniqueuses qui se disent malmenés. On n'en doute pas une seconde. Cependant, certains, on le sait tous, certains activistes aussi profitent, ou enfin, certains individus qui s'expriment dans l'espace public et qui ont l'esprit des fois un peu plus activiste que d'autres, considèrent comme des attaques violentes parfois des critiques légitimes. Alors, qui trace la ligne? Comment on fait tout ça? Oui, en particulier au municipal. On a vu que des conseils municipaux ont voté des résolutions pour mettre à l'amende qui que ce soit qui utiliserait un terme négatif. Vous parlez de la ville vous parlez de Sherbrooke et ce conseiller municipal qui se considérait abominablement menacé parce qu'il avait été traité de kamikaze. Hein? Exact. Vous parlez d'un propos audacieux de la part du conseiller. Non, c'est ça. Donc, à l'occasion, il y a un problème de maturité politique. Je pense que dans nos municipalités, on est clairement face à ça. Des gens qui sont peut-être pas dans le bon métier, qui auraient intérêt à se développer une certaine carapace. Qu'est-ce que vous leur conseillez comme métier? La coiffure ou autre chose? Enfin, on y reviendra dans une autre émission. Je ne leur conseille pas le système d'éducation, parce que on est l'objet de commentaires de la part de nos adolescents qui peuvent être autrement plus sévères que ce qu'on échange en politique municipale. Cela étant, vous posez la question qui doit le faire quand, à l'occasion, et plusieurs le font, et peut-être que la chose la plus sage, c'est de se retirer soi-même pour éviter se retirer des médias sociaux, s'entend, pour éviter d'exciter ou de s'exposer à la foule. Parce que c'est une relation un peu complexe. Là. On se nourrit de l'attention, on provoque l'attention et on ne reçoit pas que l'attention voulue. Donc ça c'est un premier geste. Un deuxième, ce sont les médias ou les animateurs eux-mêmes, les pages de commentaires, les pages de commentaires ou les sites ou toutes les vitrines, qui elles aussi carburent à l'attention. Bien souvent, c'est leur modèle d'affaires. Et donc, oui, ils ont un choix éthique à faire entre allumer des incendies pour attirer des clients et éteindre des feux, mais peut-être avoir un peu moins d'achalandage. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de maladif, de toxique au point où des autorités supérieures doivent s'en mêler? Puis à titre d'autorité supérieure, là, on parle pas forcément des gouvernements, là, on parle des détenteurs des technologies en question, là, que ce soit Twitter et Facebook. Eux, ils sont arrivés à la conclusion que oui, puis on peut comprendre pourquoi ça devient, à un moment donné, un problème de réputation pour
ces entreprises que des comportements complètement disgracieux ou qui sont manifestement contraires à l'intérêt public. On se souvient de Donald Trump, on parle beaucoup moins de lui et c'est tant mieux. On se souvient de Donald Trump qui donnait des conseils qui étaient de nature à mettre la santé des gens en danger. Donc, à ce moment-là, on peut penser que c'était une bonne idée qu'il y ait une forme de contrôle. Et là, des gens vont dire, oui, mais ma citoyenneté, mon droit d'expression, tout ça. Vous savez, il y a 50 ans, là, un droit d'expression qui consistait à insulter les gens. On se magasinait des claques sur la gueule. Et probablement qu'on était calmé à partir du moment où on avait insulté suffisamment de gens que ça mettait en cause notre intégrité physique. Maintenant que ça se passe derrière des écrans et qu'on prend à peu près aucun risque à harceler et à menacer tout le monde, on ne reviendra pas aux anciennes méthodes. On va accepter là, que des organisations comme Twitter, comme Facebook fassent un peu de ménage, mais ça, forcément, ça va se faire de façon imparfaite. Il va y avoir des faux positifs, des faux négatifs, et ils vont s'ajuster avec le temps. Il ne faut pas trop s'indigner de ça. Alors, ça vous inquiète pas. Vous, Frédéric Bérard, vous êtes avocat. Est-ce qu'il y a dans la loi, est-ce que, avant de se demander si Facebook, Twitter, les autres devraient faire le ménage eux-mêmes, est-ce qu'il y aurait moyen que ce soit fait autrement à partir des paramètres légaux déjà en place? Est-ce qu'au fond, il ne s'agit pas simplement que d'appliquer les lois sur notamment la diffamation ou que sais-je encore? Où est-ce que vous vous situez là-dessus? Ça vous inquiète pas, vous, que Mark Zuckerberg décide, par l'intermédiaire d'un algorithme, d'une formule mathématique, de vous bloquer à tout moment parce que vous avez eu l'air de dire quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que vous avez dit? Oui, c'est une excellente réflexion. Ce n'est que moi, je le dis depuis longtemps, l'enjeu de la liberté d'expression comme constitutionnaliste est l'enjeu que je trouve le plus complexe parce que il y a des conséquences ultra délétères à chacune des postures que l'on prend. Il n'y a pas de solution parfaite, à moins que j'ai raté quelque chose. Vous avez raison de dire aussi qu'il y a des limites à la liberté d'expression. La diffamation en est une. L'autre étant la propagande haineuse accompagnée d'une certaine violence. C'est prévu à l'article 319 du Code criminel. Puis heureusement, il y a déjà des condamnations qui ont eu lieu depuis quelque temps. Comment ça s'appelle le bozo en chef des complotistes? Là, il y en a plusieurs, mais en tout cas, un des bozos en chef, Pierre Dion, qui a fait de la prison pour commentaires haineux. Et bon, évidemment, on peut penser que ça envoie des exemples, mais les cas sont assez rares. Ça prend une virulence certaine, évidemment, dans les propos. Alors, qui décide de poursuivre? Un cas comme Pierre Dion, par exemple, c'est quelqu'un qui l'a dénoncé ou c'est la police? Oui, en théorie, oui, il y a une plainte. Je connais pas qui est le plaignant ou les plaignants. Là, évidemment, les policiers doivent traiter la plainte en question, envoyer ça à la couronne, qui décide s'il y aura accusation ou non. On passe devant un juge. Donc, évidemment, ça prend un certain temps, ça siphonne des ressources policière et judiciaire, mais reste que le message est quand même assez clair. Tu vas aller t'asseoir à l'ombre pendant quelques mois parce que tu n'es pas capable de contrôler ton envie d'essayer de te trouver une vie à 4 heures du matin, tant mieux. Mais malheureusement, on peut bien voir que ces exemples-là n'ont pas créé de tendance à l'autocensure. Là. C'est peut-être même le contraire dans certains cas. Pour le reste, la diffamation, si on est plus dans le cadre civil, il y en a plein qui s'amusent à diffamer et je vais juste soulever la chose suivante, moi. Il y en a beaucoup qui pleurent à la liberté d'expression jusqu'à temps qu'ils soient eux-mêmes victimes d'attaques. Je pense qu'il faut faire attention. Là. Il y a une certaine cohérence qui s'est perdue en chemin. Là, je vois tout le monde virer fou avec Attaran, mais c'était les mêmes qui criaient au meurtre pour la liberté d'expression académique à l'automne dernier. Un autre exemple, Richard Martineau était « Je suis Charlie », il se l'est fait tatouer dans le front, jusqu'à temps que Alex Fattah, Ricochet et Marc-André Cyr fassent une satire, et c'est, je répète, une satire qui est protégée par la liberté d'expression, en faisant une fausse chronique nécrologique où il y avait un dessin où 2 chiens se relayaient pour pisser sur la tombe de Martineau. On ne souhaitait pas la mort de Martineau, on n'a pas dit « Allez battre Martineau dans la rue », on a dit Martineau est mort, voici son bilan. Bon. Est-ce que, pour mémoire, Richard Martineau, à ce moment-là, a demandé à ce qu'on censure, à ce qu'on fasse taire ces personnes? Il a fait pire que ça. Il a poursuivi pour 300 000 $ avec Norton Rose, un média comme Ricochet qui doit avoir 32 $ dans son compte en banque. Il les a traînés le plus loin qu'il a pu dans le processus judiciaire. Et la veille du procès, il a fait dans ses culottes. Il dit, non, c'est beau, finalement, on n'ira pas demain faire l'audition. Il y a tellement il y a tellement de fossés entre la gauche et la droite, je ne veux pas en rajouter. La vraie raison étant
qu'il a eu peur parce qu'il savait très bien qu'il allait se faire défoncer devant le tribunal, notamment du fait qu'il aurait été contre-interrogé par rapport à ses propres interventions. Et donc, tout ça pour Mais là, vous soulevez un point intéressant. Ça, c'était... on peut présumer que ça aurait été vu par la Cour comme étant acceptable dans le cadre du principe de la liberté d'expression. Alors là, mais il reste néanmoins que c'est, disons, disgracieux, violent, tout ce que vous voudrez. Bon, c'était peut-être pour un public averti, il faut dire. Là, c'est pas comme Mike Ward qui sort... Bon. Oui, mais moi... J'en ai un que je nommerai pas à ce micro-ci parce que probablement qu'il nous écoute et on le connaît bien, vous et moi, Nick. Vous parlez d'un auditeur qui vous critique souvent sur nos pages Facebook. C'est de la critique. Moi, un gars qui dessine des dinosaures, qui défèque sur ma tombe. Là, vous venez de vous assurer qu'il va être encore plus souvent sur votre page. Il peut se gâter, hein, puis il a fait d'autres choses très diffamatoires. Je l'ai pas poursuivi, même si dans ce cas-ci, avec l'acharnement, il a parlé de ma fille, il a parlé de mes voitures, et ce gars-là, en tout cas, bref. Je pourrais le poursuivre en diffamation puis payer la règle de sa vie. Mais voyez-vous, moi, j'aime mieux ne pas vivre dans une société où tout le monde poursuit tout le monde pour des trucs du genre. Mais évidemment, bon, s'il veut en rajouter, be my guest, rendu là. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça pose quand même la question, disons qu'on sort du domaine légal, ça pose la question quelque part de peut-être de la bienséance ou de la vie en société. Est-ce qu'on multiplie? Il y avait autrefois des caricatures acerbes, acides, des pamphlets, tout ce que vous voudrez, dans les grandes publications, où on s'envoyait des lettres d'insultes à la rigueur, mais c'était pas accessible à tous à tout moment, en tout temps, comme sur Twitter par exemple, de lâcher des insultes à tour de bras à qui mieux, même si c'est pas nécessairement passible, même si c'est pas nécessairement une infraction au sens de la loi. Parce que vous savez, je rebondis sur ce que vous venez de dire, là, pour que les gens sachent, la diffamation peut exister même si l'affirmation est vraie. C'est la question de l'acharnement, de l'harcèlement, de la propension à vouloir nuire qui peut constituer la diffamation, même si les faits avancés sont réels. Donc, alors, un fait avéré voit son effet décuplé par la méthode de diffusion, si on veut, la personne qui en rajoute et qui en remet. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même si le diffamant dit quelque chose qui est vrai, il peut pas se protéger en disant « Ben oui, mais j'ai dit la vérité », même si c'est la vérité. L'intention de nuire, le harcèlement, la mauvaise foi en rapport à ça, la répétition, constitue un dommage, ça constitue de la diffamation. Ça peut même aller jusqu'à constituer aussi des dommages intérêts exemplaires, et là, ça commence à coûter cher. Donc, il y en a qui lâchent pas le morceau, puis on en connaît, là, je réfère à la même personne. Ce gars-là, entre autres, pourrait se faire payer la raide de sa vie, et ça serait pas des pinottes. À l'inverse, dans le cas de Martineau, ça a été une caricature qui était dur. Je comprends que ça doit pas être agréable de voir des chiens qui pissent sur sa tombe. Moi, j'ai eu des dinosaures qui m'ont déféqué dessus. J'imagine qu'entre les deux, il y en a peut-être un qui est pire que l'autre. Mais toujours est-il que ça s'est fait one shot, si je peux dire comme ça, et le commentaire de Marc-André Cyr, malheureusement, pour Martineau, était loyal. Il reprenait l'œuvre de Martineau en disant que, il critique les musulmans 8 fois par jour, puis ci, puis ça, puis je veux dire, il n'y avait absolument rien de diffamatoire là-dedans. Il vous répondrait qu'il critique une certaine vision de l'islam et non pas les musulmans, mais changeons, on a bien compris votre... Je vais juste donner la tunique en une seconde. Si, par contre, les Ricochet avaient fait de Martineau son souffle-douleur 3 fois par semaine avec des trucs du genre, là, nécessairement, ça aurait été autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu l'intention de nuire dont je parlais tout à l'heure. Oui. Tout ceci demeurant cependant quand même hautement interprétatif et difficile à définir. Frédéric Lapointe, toujours dans le même sujet, mais allons un peu sur un autre élément. Tout récemment, chroniqueur du journal La Presse, Patrick Lagacé, revenait sur les gens qui adhèrent de façon, plus dans certains cas, moins dans d'autres cas, aux diverses théories du complot en vogue. Et il faisait un lien assez net entre ce comportement et j'allais dire, parce que c'est un peu le sens de son texte, la pauvreté culturelle. C'est facile dans notre société de s'épancher sur la pauvreté, dire que les gens sont mal pris matériellement, financièrement. Quand on aborde la question de la pauvreté culturelle, c'est un sujet beaucoup plus explosif, délicat. On peut facilement avoir l'air hautain ou se prendre pour un autre ou de discriminer des gens qui ne le méritent pas. Est-ce que vous pensez, vous, que
on peut se poser cette question de la difficulté, notamment, il y a le problème de la littératie. Là. Il y aurait un adulte sur 2 au Québec qui n'est pas capable de bien assimiler un texte de 3e niveau. Ça, c'est dans le jargon des gens qui s'occupent de ces problèmes-là. Ça revient, par exemple, une chronique d'opinion ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a un problème au Québec de ce point de vue-là? Est-ce que de ce problème découle une adhésion plus forte qu'elle ne pourrait l'être aux théories du complot? Oh, très nettement. La compréhension qu'on peut avoir de la société s'accroît avec la pratique de la lecture, s'accroît avec la scolarisation, le fait d'avoir fait des études universitaires, le fait de fréquenter les médias, le fait de croire ce que les médias disent. C'est pas banal quand des leaders politiques font campagne ouvertement contre les médias et leur disent de ne pas les croire. Problème qu'on n'a pas au Québec. Si on se compare, là, on se console. Attendez, je prends une pause ici. On a un peu ce problème-là. C'est-à-dire que au cœur, à mon sens, vous me corrigerez si vous avez un autre point de vue, mais en tout cas, vous me proposerez le vôtre, mais les médias dans toutes les sociétés occidentales ont, jusqu'à un certain point, un problème de crédibilité depuis quelques années. Ils sont vus comme étant une caste, en quelque sorte, comme étant peuplés par des gens à peu près tous de la même classe ou de la même école de pensée, d'une certaine façon. Ils sont vus comme un peu déconnectés à cause de ça. Ça participe, ça, de la difficulté qu'on a en pandémie, ensuite, de faire admettre des faits scientifiques, par exemple. Mais dans la société en général, la caste qui s'ignore, ce ne sont pas les bourgeois, mais ce sont les détenteurs de diplômes universitaires qui, parce qu'ils sont membres de corporations professionnelles, parce qu'ils négocient entre eux leurs propres émoluments, sont significativement plus riches, en plus d'être plus instruits, et en plus de participer aux élections et de détenir le pouvoir politique, etc. Donc, s'il y a une telle chose qu'une fracture dans la société, la plus évidente est celle dont on parle, et par ailleurs celle dont on parle le moins, ce n'est pas entre les personnes racisées et les autres, c'est entre les personnes scolarisées et les autres. Et les personnes qui sont de l'autre côté de la courbe, si j'ose dire, et il y en aura toujours, il ne faut pas penser que c'est un problème parce que ça existe. Non, c'est une réalité qu'il nous faut aménager. Mais parce qu'ils sont de l'autre côté de la courbe, ils sentent qu'ils sont moins en contrôle de leur vie, sont moins en contrôle de la situation, et donc peut-être que c'est plus difficile pour eux de se soumettre à de nouvelles injonctions. Je pense aux injonctions sanitaires. Ils sont peut-être plus prompts à prendre la rue pour défendre leur conception de la liberté. On a eu d'ailleurs quelques discussions à ce sujet quand on s'est mis à voir apparaître des drapeaux du Québec, des drapeaux patriotes, de voir il y avait même une tendance un peu patriote nationaliste à assez différentes manifestations. Oui, parmi les drapeaux de Donald Trump. Oui, c'est ça. Ça causait un peu de malaise du côté, on pourrait dire, des patriotes et des nationalistes de la caste scolarisée. Donc, on voit qu'il peut y avoir des fractures de ce type-là fréquemment, mais ce qu'il ne faut surtout pas, je pense, c'est nier, les sociologues utiliseraient peut-être le terme agentivité, là, ou en anglais l'empowerment. Enfin, c'est de nier à ces gens-là, sous prétexte qu'ils ne seraient pas du même niveau que les autres, le droit de prendre la parole, le droit de manifester, enfin, de faire valoir leur point de vue, leurs intérêts. Et donc, à la question, est-ce qu'il faut être hautain par rapport à ça? Ma réponse est non, absolument pas. Il faut bâtir des ponts. Patrick Lagacé s'est fait répondre justement qu'il l'était, notamment par Éric Duhaime, qui est, le jupon dépassé un peu puisqu'il est maintenant candidat à la chefferie du Parti conservateur et il voulait bien marquer que lui, il fait partie de ce peuple de sans-dents, parce que Patrick Lagacé parlait, c'est assez audacieux, téméraire et ma foi un peu malvenu comme lien, mais il voulait dire que les gens peu instruits, plus pauvres, ont moins de dents aussi. Enfin, j'ai l'air fou moi-même en le disant, mais c'est pourtant ça qui est écrit dans son texte. Est-ce que, Frédéric Bérard, d'abord, est-ce que le lien que j'ai fait en est un? Est-ce qu'il y a un lien entre une certaine violence sur les réseaux sociaux et cette difficulté qu'a une partie de la population à adhérer au discours plus dominant? Est-ce qu'il est valide, ce lien-là? Et puis, est-ce qu'on a
un problème avec ça? Est-ce qu'il est en train de se dessiner un clivage, comme le décrit Frédéric Lapointe, entre scolarisé et non scolarisé, pour être plus précis que juste entre bourgeois, petits bourgeois et travailleurs, si on veut? Ben, par rapport au lien en question, je pense que vous avez raison. Puis par rapport à ce que dit Frédéric, malheureusement, je suis assez d'accord. Mais évidemment, ça reste des impressions. J'ai pas, à ce que je sache, il n'y a pas d'études empiriques là, sur ce qu'on avance et ce que Patrick a avancé non plus. Mais on peut quand même constater par nous-mêmes cette espèce de clivage qui est pas comment je dirais, qui est pas l'apanage unique non plus de ce même fossé. Hein. Je veux dire, j'en connais plein, moi, des universitaires qui sont absolument fêlés. Je peux vous en présenter. Ils sont assez disgracieux sur les réseaux sociaux, oui. Oui, je veux dire, c'est pas l'apanage des secondaires 4 là, à être un vrai cannibale. Là. On en connaît qui sont bardés de diplômes, qui sont juste plus subtils peut-être dans leur méchanceté. Il y en a plusieurs qui adhèrent aussi aux théories du complot, mais évidemment à des niveaux moindres. Et ça reflète le fait qu'au Québec, on n'aime pas ça dire ça, mais ça reste que, encore cette semaine, ça a été démontré, il y a pratiquement 50% des Québécois qui sont considérés comme des analphabètes fonctionnels. Donc, ce qui est plus élevé, il faut le dire, là, des fois, certains contestent, mais il semble bien que ce soit plus élevé que, par exemple, chez nos voisins ontariens. Et donnée intéressante, on dit que si on devait combler ce retard, le produit intérieur brut du Québec augmenterait de 4,5 milliards de dollars, imaginez. Wow, ça, je savais pas, par contre, mais ça, c'est énorme. Et ça témoigne, donc, de la faiblesse de notre réseau éducatif. Là, qu'est-ce que je vous dis, à un moment donné, on va arrêter de se flatter la bédaine puis se penser plus fin que tout le monde ou au moins aussi fin. On est moins fin que tout le monde en matière d'éducation. Les raisons à ça, je les connais pas. Ça doit être relativement complexe. Justement, en fait, oui. Là, vous tombez dans le métal, messieurs. Oui, je vous passe la rondelle sur le gouret, Frédéric Lapointe, en quelques instants, parce qu'on était supposé commenter un peu l'actualité politique aussi. On s'est pris d'une discussion fort intéressante, mais est-ce que Frédéric Bérard dit, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que, là vraiment, je vous fais la passe sur le gouret péquiste, est-ce que le facteur identité, condition nationale intervient ici? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on est en cours? Est-ce qu'on est en proie à une forme d'assimilation qui fait qu'on maîtrise moins bien la langue, par exemple? C'est la faute du fédéral. C'est beaucoup plus simple que ça. On a un retard qu'on a eu tendance à oublier, justement parce que le système d'éducation nous a fait faire un rattrapage remarquable. On a un système d'éducation de classe mondiale avec des statistiques pour le prouver fréquemment, mais au contraire de la Suède, qui est alphabétisée à 100% depuis le début du 19e siècle, on atteint ces niveaux-là de peine et de misère dans certains endroits du Québec et pas partout encore au 21e siècle. Oui, mais pour rassurer Bérard, là, le Québec et le reste de l'Amérique, on a tous l'air fous devant la Suède là-dessus. Il faut quand même... tout ça pour dire que l'histoire a ses pesanteurs et on n'est pas arrivé encore à nous délester de ce retard que nous avons pris là, pendant plusieurs générations. La Révolution tranquille, ça fait 60 ans. Là. À un moment donné, là, oui, mais c'était tranquille, Frédéric Bérard. Alors bon, c'est pas le conseiller pédagogique qui va intervenir, c'est le démographe. Alors, il y a des choses qui se reproduisent d'une génération à l'autre, et 60 ans, c'est 2 générations, c'est pas 14. Donc, des choses prennent du temps. Et l'établissement d'une littératie, là, pas juste être capable de lire un titre de journal, l'établissement d'une littératie, voir ses parents lire, c'est des choses qui peuvent mettre quelques générations à s'installer dans l'ensemble de la population. C'est tout à fait normal. Bon, alors, c'est sur ces propos d'espoir. Passons en quelques instants à l'actualité. Il y a eu le budget du Québec, mais bon, somme toute, il se passe pas grand-chose là-dedans. On apprend que l'équilibre budgétaire est repoussé dans 7 ans. C'est ce que demandaient les libéraux dans l'opposition, imaginez. Bon, mais est-ce que, à moins que vous ayez des critiques virulentes là-dessus, j'aimerais vous parler de la décision de la Cour suprême, et Frédéric Bérard peut peut-être nous éclairer sur la question de la taxe sur le carbone. C'est fort intéressant, ce dossier-là. On apprend essentiellement, pas essentiellement, mais on apprend, oui, une donnée importante dans ce jugement de 460 pages, c'est que on édicte là certaines
certaines conditions en vertu desquelles le gouvernement fédéral peut outrepasser le partage des pouvoirs et édicter des normes nationales, entre guillemets, et l'environnement en ferait partie. Il faut que ce soit des questions qui, il faut que si une des provinces ne respecte pas ou n'agit pas dans le dossier en question, il y a préjudice pour les autres provinces. En même temps, c'est large, ça, quand même, Frédéric Bérard, non? À partir de ça, on peut se mettre à décider qu'il y aura des règles uniformes en éducation ou, que sais-je, en économie? Écoutez, c'est ça, habituellement, ça va être mon cours de 3 heures lundi matin à mes étudiants de Constitutionnel 2, mais je vais essayer de vous résumer ça en quelques minutes, très rapidement. Il faudrait que ça soit en quelques secondes. Je ne sais pas si vous êtes capable. Oui, je pense que vous surestimez, mais c'est ce qu'on appelle la théorie des dimensions nationales, qui est une vieille théorie qui avait été laissée de côté depuis la fin des années 80 dans un arrêt qui s'appelait Crown-Zellerbach, parce qu'on avait justement créé une espèce d'effet bulldozer sur le partage des compétences, et la Cour suprême s'était fait ramasser à coups de 2 par 4. Non, ça n'a aucun bon Parce sens. qu'Ottawa empiétait dans les champs de compétences. Ça continue, ça. Mais là, ici, par contre, en fait, ça continue, ça dépend, là. Ça dépend comment on... C'est une espèce de progression dans l'histoire, là. Mais cette théorie-là a été abandonnée depuis, du fait des pratiques, et elle est donc née de nouveau, si je peux dire, cette semaine, avec cette affaire-là, qui est sur la question de la tarification du carbone. Et comment ça fonctionne essentiellement, c'est que la Cour, vous l'avez dit, faut faire attention ici, là, il y a un domaine qui transcende un peu les intérêts provinciaux. C'est ce qu'on appelle l'environnement, la lutte au réchauffement climatique. Cela dit, le fédéral pourra donc imposer cette loi-là, mais cette loi est considérée comme étant un filet de sécurité. Ce qui veut dire que les provinces conservent leurs compétences en matière d'environnement, ça change pas. C'est seulement si les provinces vont en deçà du seuil minimal prévu par le fédéral. Que la loi fédérale vient combler le vide, en quelque sorte. Voilà. Et donc, actuellement, il y a très, très peu de provinces qui verraient la loi s'appliquer à elles là, si ils continuaient dans cette voie-là. L'Alberta, évidemment, ça vous étonnera pas. La Saskatchewan aussi. Le juge albertain s'est inscrit dans une spectaculaire dissidence dans ce jugement-là, en traitant ses collègues d'activistes. Oui, tant mieux pour lui. Mais reste que, moi, c'est pas pour vous, mais le réchauffement climatique, ça me semble un petit peu plus important qu'une chicane de clocher à savoir qui peut faire quoi. Surtout que, même si on a réadopté la théorie de l'intérêt national dans ce cas précis, la Cour a réitéré aussi l'importance du double aspect. Le double aspect, ça veut dire quoi? C'est le fédéral peut agir en matière d'environnement, mais les provinces aussi. Donc, ils ont chacun une compétence sur ce sujet-là. Et de ce fait-là, donc, ça devient un minimum à respecter. Et je serais très, très, très surpris que la théorie puisse être réutilisée dans d'autres domaines à court ou moyen terme, parce qu'à part l'environnement, franchement, je ne vois pas la preuve. Rappelez-vous quand le fédéral avait voulu établir de force la Commission nationale sur les valeurs mobilières. Vous vous souvenez ça avec ça n'a pas marché. La Cour suprême a rejeté la proposition fédérale en disant non, les valeurs mobilières ne sont pas c'est pas d'intérêt national. Chasser les bandits col blanc non plus. Les provinces sont... Frédéric Bérard, vous avez de très belles façons écoulé vos 30 secondes, plus les 20 des 30 secondes de Frédéric Lapointe. Frédéric Lapointe, en un mot, vous êtes souverainiste. On entend déjà dire en coulisses que du côté du gouvernement Legault, ça demeure honni, ça, la question de la possibilité pour Ottawa d'intervenir dans des champs de compétences qui ne sont pas déjà définis par la Constitution. Est-ce que vous regrettez ce jugement? Je le regrette dans une perspective québécoise. Maintenant, ce ne sont pas des juges que nous avons nommés. Nous sommes capables de faire le travail dans le sujet en question, mais les conséquences de tels jugements peuvent se ramifier dans d'autres domaines où ça pourrait être un peu plus contraire à notre intérêt national. Cela étant que dans une fédération comme celle du Canada, il y ait un degré de coordination d'un gouvernement fédéral reconnu par des juges qui a besoin de militer ou pas pour le reconnaître en vertu de la doctrine. Ça, c'est une chose, ça leur appartient. Le Canada peut avoir besoin de ça pour fonctionner. Nous, on a besoin d'autre chose. Bon, alors on pourrait dire que vous êtes coordinatiste. Alors, sur ces mots, chers amis, toujours un plaisir de vous entendre et à la semaine prochaine, j'espère bien. Salut, plaisir. Dans un instant.